Voyage à l'île de France, lettre première. De Lorient, le 4 janvier 1768. Je viens d'arriver à Lorient après avoir éprouvé un froid excessif. Tout était glacé depuis Paris jusqu'à 10 lieues au-delà de Rennes. Cette ville, qui fut incendiée en 1720, a quelque magnificence qu'elle doit à son malheur. On y remarque plusieurs bâtiments neufs, deux places assez belles, la statue de Louis XV et surtout celle de Louis XIV. L'intérieur du Parlement est assez bien décoré, mais ce me semble avec trop d'uniformité. Ce sont partout des lambris peints en blanc, relevés de moulures dorées. Ce goût règne dans la plupart des églises et des grands édifices. D'ailleurs, Rennes m'a paru triste. Elle est au confluent de la Vilaine et de l'Isle, deux petites rivières qui n'ont point de cours. Ces faubourgs sont formés de petites maisons assez sales, ces rues mal pavées. Les gens du peuple s'habillent d'une grosse étoffe brune, ce qui leur donne un air pauvre. J'ai vu en Bretagne quantité de terres incultes. Ils n'y croient que du genêt et une plante à fleurs jaunes qui ne paraît composée que d'épines. Les paysans l'appellent lande ou Jean. Ils la pilent et la font manger aux bestiaux. Le genêt ne sert qu'à chauffer les fours, on pourrait en tirer un meilleur parti, surtout dans une province maritime. Les Romains en faisaient d'excellents cordages qu'ils préféraient au chanvre pour le service des vaisseaux. C'est à Pline que je dois cette observation. On sait qu'il commanda les flottes de l'Empire. Ne pourrait-on pas, dans ces landes, planter avec succès la pomme de terre, subsistance toujours assurée, qui ne craint ni l'inconstance des saisons, ni les magasins des monopoleurs? L'industrie paraît étouffée par le gouvernement aristocratique ou des États. Le paysan, qui n'y a point de représentants, n'y trouve aucune protection. En Bretagne, il est mal vêtu, ne boit que de l'eau et ne vit que de blé noir. La misère des hommes croît toujours avec leur dépendance. J'ai vu le paysan riche en Hollande, à son aise en Prusse, dans un état supportable en Russie et dans une pauvreté extrême en Pologne. Je verrai donc le nègre, qui est le paysan de nos colonies, dans une situation déplorable. En voici, je crois, la raison. Dans une république, il n'y a point de maître. Dans une monarchie, il n'y en a qu'un. Mais le gouvernement aristocratique donne à chaque paysan un despote particulier. De la liberté naît l'industrie. Le paysan suisse est ingénieux. Le cerf polonais n'imagine rien. Cette stupeur de l'âme, plus propre que la philosophie à supporter les grands mots, paraît un bienfait de la Providence. Quand Jupiter, dit Homère, réduit un homme à l'esclavage, il lui ôte la moitié de son esprit. Passez-moi ces réflexions. Il est difficile de voir de grandes misères sans en chercher le remède ou la cause. Vers la Basse-Bretagne, la nature paraît en quelque sorte rapetissée. Les colonnes, les vallons, les arbres, les hommes et les animaux y sont plus petits qu'ailleurs. La campagne, divisée en champs de blé, en pâturages entourés de fossés et ombragés de chênes, de châtaigniers et de haies vives, a un air négligé et mélancolique qui me plairait sans la saison qui rend tous les paysages tristes. On trouve en plusieurs endroits des carrières d'ardoises, de marbre rouge et noir, des mines de plomb mêlées d'un argent très ductile, mais les véritables richesses du pays sont ses toiles, ses fils et ses bestiaux. L'industrie renaît avec la liberté par le voisinage des ports de mer. C'est peut-être le seul bien que produise le commerce maritime, qui n'est guère qu'une avarice dirigée par les lois. Singulière condition de l'homme de tirer souvent de ses passions plus d'avantages que de sa raison. Le paysan bas-breton est à son aise. Il se regarde comme libre dans le voisinage d'un élément sur lequel tous les chemins sont ouverts. L'oppression ne peut s'étendre plus loin que sa fortune. Est-il trop pressé? Il s'embarque. Il retrouve sur le vaisseau où il se réfugie le bois des chênes de son enclos, les toiles que sa famille a tissues, le blé de ses guérets et les dieux de ses foyers qui l'ont abandonné. Quelquefois, dans l'officier de son vaisseau, il reconnaît le seigneur de son village. À leur misère commune, il voit que ce n'est qu'un homme souvent plus à plaindre que lui. Libre sur sa propre réputation, il devient le maître de la sienne et, du bout de la vergue où il est perché, il juge, au milieu du feu et de l'orage, celui qu'aux États il n'eût osé examiner. Je n'ai point encore vu l'Orient. Une demi-lieue avant d'arriver, nous avons passé en bac
un petit bras de mer. Voilà tout ce que j'ai pu distinguer. Un brouillard épais couvrait tout l'horizon. C'est en effet du voisinage de la mer. Aussi, l'hiver y est moins rude. Cette observation a encore lieu le long des étangs et des lacs. Ne serait-ce point pour favoriser, même en hiver, la génération d'une multitude d'insectes et de vermisseaux aquatiques qui habitent le sable des rivages? Quoi qu'il en soit, la facilité d'y vivre et la température y attirent, du nord, un nombre infini d'oiseaux de mer et de rivières. La nature peut bien leur réserver quelques lisières de côtes, quelques portions d'air tempéré, elle qui a destiné plus de la moitié de ce globe aux seuls poissons. Je suis, etc. Lettre 2. De Lorient, le 18 janvier 1768. Lorient est une petite ville de Bretagne que le commerce des Indes rend de plus en plus florissante. Elle est, comme toutes les villes nouvelles, régulière, alignée et imparfaite. Ses fortifications sont médiocres. On y distingue de beaux magasins. L'hôtel des ventes qui n'est point fini, une tour qui sert de découverte, des quais commencés, de grands emplacements où l'on n'a point bâti. Elle est située au fond d'une baie où se jette la rivière de Blavet et celle de Pont-Corfe, qui dépose beaucoup de vases dans le port. Cette baie, ou rade, est défendue à son entrée, qui est étroite, par le Port-Louis ou Blavet, dont la citadelle a le défaut d'être trop élevée, ce qui rend ses feux plongeants. Ses flancs déjà trop étroits ont des oreillons dont l'usage n'est avantageux que pour la défense du fossé. Or, elle n'en a point d'autre que la mer qui baigne le pied de ses remparts. Le Port-Louis est une ville ancienne et déserte. C'est un vieux gentilhomme dans le voisinage d'un financier. La noblesse demeure au Port-Louis, mais les marchands, les mousselines, les soieries, l'argent, les jolies femmes se trouvent à l'Orient. Les mœurs y sont les mêmes que dans tous les ports de commerce. Toutes les bourses y sont ouvertes, mais on ne prête son argent qu'à la grosse, ce qui pour les Indes est à 25 ou 30% par an. Celui qui emprunte est plus embarrassé que celui qui prête. Les profits sont incertains et les obligations sont sûres. Les lois autorisent ces emprunts par des contrats de grosse qui donnent aux créanciers une sorte de propriété sur toute la cargaison du vaisseau, pouvoir qui s'étend, pour la plupart des marins, sur toute leur fortune. Il y a 3 vaisseaux prêts à appareiller pour l'île de France: la Digue, le Condé et le Marquis de Castries. Il y en a d'autres en armement et quelques-uns en construction. Le bruit des charpentiers, le tintamarre des calfats, l'affluence des étrangers, le mouvement perpétuel des chaloupes en rade inspirent je ne sais quelle ivresse maritime. L'idée de fortune qui semble accompagner l'idée des Indes ajoute encore à cette illusion. Vous croiriez être à 1000 lieues de Paris. Le peuple de la campagne ne parle plus français, celui de la ville ne connaît d'autre maître que la compagnie. Les honnêtes gens s'entretiennent de l'Île-de-France et de Pondichéry, comme s'ils étaient dans le voisinage. Vous pensez bien que les tracasseries de comptoir arrivent ici avec les pacotilles de l'Inde, car l'intérêt divise encore mieux les hommes qu'il ne les rapproche. Je suis, etc. Lettre 3. De Lorient, le 20 février 1768. Nous n'attendons pour partir que les vents favorables. Mon passage est arrêté sur le vaisseau le Marquis de Castries. C'est un navire de 800 tonneaux, de 146 hommes d'équipage chargés de mâture pour le Bengale. Je viens de voir le lieu qui m'est destiné. C'est un petit réduit en toile. Dans la grande chambre, il y a 15 passagers. La plupart sont logés dans la Sainte-Barbe. C'est le lieu où l'on met les cartouches et une partie des instruments de l'artillerie. Le maître canonnier a l'inspection de ce poste et y loge ainsi que l'écrivain, l'aumônier et le chirurgien-major. Au-dessus est la grande chambre qui est l'appartement commun où l'on mange. Le second étage comprend la chambre du conseil où communique celle du capitaine. Elle est décorée au dehors d'une galerie, c'est la plus belle salle du vaisseau. Les chambres des officiers sont à l'entrée afin qu'ils puissent veiller aux manœuvres qui se font sur le pont. Le premier pilote et le maître des matelots sont logés avec eux pour les mêmes raisons. L'équipage loge sous les gaillards et dans l'entrepont, prison ténébreuse où l'on ne voit goutte. Les gaillards comprennent la longueur du navire qui est de niveau avec la grande chambre lorsqu'il y a un passe-avant, comme dans celui-ci. Les cuisines sont sous le gaillard d'avant, les provisions dans des compartiments au-dessous, les marchandises dans la cale, la soute aux poudres, au-dessous de la Sainte-Barbe.
Voilà en gros l'ordre de notre vaisseau, mais il serait impossible de vous en peindre le désordre. On ne sait où passer. Ce sont des caisses de vin de champagne, des coffres, des tonneaux, des malles, des matelots qui jurent, des bestiaux qui mugissent, des oies et des volailles qui piaulent sur les dunettes. Et, comme il fait gros temps, on entend siffler les cordes et gémir les manœuvres, tandis que notre lourd vaisseau se balance sur ses câbles. Près de nous sont mouillés plusieurs vaisseaux dont les porte-voix nous assourdissent. Et vite à tribord! Largue la barre! Fatigué de ce tumulte, je suis descendu dans ma chaloupe et j'ai débarqué au Port-Louis. Il faisait très grand vent. Nous avons traversé la ville sans y rencontrer personne. J'ai vu des murs de la citadelle, l'horizon bien noir, l'île de Groix couverte de brume, la pleine mer fort agitée, au loin, de gros vaisseaux à la cape, de pauvres chasse-marées à la voile entre deux lames sur le rivage. Des troupes de femmes transies de froid et de crainte, une sentinelle à la pointe d'un bastion, tout étonné de la hardiesse de ces malheureux qui pêchent avec les mauves et les goélands au milieu de la tempête. Nous sommes revenus bien boutonnés, bien mouillés et la main sur nos chapeaux. En traversant l'Orient, nous avons vu toute la place couverte de poissons, des raies blanches, violettes, d'autres tout hérissées d'épines, des chiens de mer, des congres monstrueux qui serpentaient sur le pavé, de grands paniers pleins de crabes et de homards, des monceaux d'huîtres, de moules, de pétoncles, des merlus, des sols, des turbots. Enfin, une pêche miraculeuse comme celle des apôtres. Ces bonnes gens en ont la bonne foi et la piété. Quand on pêche la sardine, un prêtre va avec la première barque et bénit les eaux. C'est l'amour conjugal des vieux temps. À mesure qu'ils arrivaient, leurs femmes et leurs enfants se pendaient à leur cou. C'est donc parmi les gens de peine que l'on trouve encore quelques vertus, comme si l'homme ne conservait des mœurs qu'en vivant toujours entre cette partie de la côte est fort poissonneuse. Les mêmes espèces de poissons y sont pour la plupart plus grandes qu'aux autres endroits, mais elles sont inférieures pour le goût. On m'a assuré que la pêche de la sardine rapportait 4 millions de revenus à la province. Il est assez singulier qu'il n'y ait point d'écrevisses dans les rivières de Bretagne, ce qui vient peut-être de ce que les eaux n'y sont pas assez vives. Nous sommes rentrés dans notre auberge, les oreilles tout étourdies du bruit et du vent de la mer. Il y avait avec nous 2 Parisiens, les sieurs B, père et fils, qui devaient s'embarquer sur notre vaisseau. Ils ont, sans rien dire, fait atteler leurs chaises et sont retournés à Paris.